Alors, je vous présente la mise à jour de notre inventaire national, puisqu'on l'a et que j'avais un petit peu de temps pour le faire. Donc, on vous avait présenté le premier cru l'année dernière, donc 2015, et je vais vous montrer la performance 2016, avant que par la suite LRD ne vous donne quelques premiers éléments sur la campagne 2017 qui s'est achevée ces derniers jours. Donc moi j'ai un an de retard, mais je vous rappelle c'est la cause du rapportage et des lourdes procédures onusiennes. Alors voilà le panorama de cet inventaire, cet inventaire qui comprend 27 usines, donc 18 sont situées en région Grand Est. Dès le début, nous avions intégré les amis de Puisieux, Prodeva, donc c'est toute la filière fourrage séché, donc devenue maintenant ou en cours de Cristal Union. Donc tous les gens qui font de la luzerne y sont. C'est une demande du ministère. Si on crée un chapitre fourrage séché, il faut que tout le monde soit dedans. Donc, du coup, tout le monde a joué le jeu. C'était l'intérêt de tout le monde également. Vous avez ici les grands indicateurs, mais ce n'est pas là-dessus que je voulais revenir. Voilà. Donc, c'est sur la couverture, j'étais ici, couverture stable pour cette première mise à jour. Donc, le ministère nous a dit c'est votre deuxième exercice. Votre premier panel nous allait très bien. Pour l'instant, on ne précipite pas trop les choses parce qu'on a derrière la tête, et donc ça me paraît extrêmement pertinent, d'élargir ce périmètre aux installations monopulpes, c'est-à-dire associées secteur sucrier, à la fois pour nous donner du volume, de l'importance, parce que c'est quelque chose qui revient très souvent au niveau européen. On souffre de notre taille. Voilà, en Champagne, on est gros. Quand on commence à arriver à Bruxelles, en général, on doit pousser la porte pour pouvoir rentrer. Donc là, on est très content de pouvoir compter sur nos collègues sucriers qui vont en partie, parce que c'est assez copieux à intégrer, rejoindre l'inventaire. Donc c'est les sites de Cristal Union qui vont rejoindre l'inventaire cette année, de façon à élargir notre rapportage. Voilà. On a quand même fait des actions d'amélioration parce que c'est obligatoire chaque année dans le processus, en consolidant un certain nombre de données au niveau de certaines régions où on pouvait faire mieux et on s'en est pas privé. Voilà. Donc ici, je vous ai mis une petite carte avec vision élargie au monde sucrier que certains d'entre vous connaissent parfaitement. Vous voyez que ça prend une autre ampleur, potentiellement. Pas mal de sites pourraient à terme rejoindre la démarche si bien sûr ils en font la demande ou en émettent le souhait. Sachant que là, on n'a pas l'obligation d'avoir exhaustivité de ces sites, puisqu'on a possibilité de boucler au niveau national sur les données qu'on n'aurait pas en spécifique. Voilà. Alors quelques chiffres pour en terminer. Donc là voilà des choses qui vont vous parler. Alors je vous ai laissé, pour ne pas surcharger le graphique, par tranche de 5 ans ici ce qui s'est passé depuis 2001. Je vous rappelle qu'on a dû harmoniser entièrement les procédures et les données. Et encore une fois, les fidèles contributeurs que je citais en partie tout à l'heure ont mouillé la chemise, puisque nous avons dû remonter sur quasiment 20 ans. Je vous présentais l'année dernière les données 2015. Vous avez ici la campagne 2016 avec finalement en termes de production quelque chose qui n'a pas énormément bougé. On a la pulpe qui commençait à prendre un petit peu d'ampleur. Les conditions météorologiques que vous connaissiez qui nous ont quand même pénalisés. Et donc on en arrive au palmarès suivant. Donc la luzerne toujours bien en tête. La pulpe qui pèse quasiment la moitié maintenant, et même un peu plus. Les sciures de bois, le secteur a été quand même assez bousculé à cette période-là et on espère des lendemains meilleurs très rapidement. Donc, du coup, la production est plutôt stable, voire freinée un petit peu. Et puis, le maïs, c'est quelque chose qui est assez régulier depuis quelques années, qui arrive en 4e position. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas autre chose. Dans cet inventaire, il y a 18 productions différentes. Je pourrais citer les œillettes, je pourrais citer encore la moutarde pour ce qui est de Dijon, mais les carottes pour la Mayenne. Mais enfin, en tout cas, on est obligé d'avoir une certaine exhaustivité et nous avons l'ensemble de ces données. En termes de ratio, donc balles granulées, un phénomène, alors dû aussi en grande partie de ce que j'ai pu comprendre, en tout cas aux conditions météorologiques. Certains me reprendront si ce n'est pas le cas. Il y a certainement aussi des mouvements de marché. En tout cas, les balles ont reculé pour la première fois depuis un certain temps en 2016.
Ici, vous avez les surfaces et les rendements. Alors, pour les surfaces, on revient sur des niveaux post-découplage, hein, quasiment, de 2007. Ça continue légèrement à monter. En revanche, les rendements à l'hectare atteignaient, en tout cas cette année-là, des plus bas historiques. Alors là, vous avez quand même un joli graphique qui nous montre nos progrès en matière sèche. Hein. Donc, alors l'année dernière, il avait encore une meilleure allure, mais compte tenu des conditions météo que je citais, ça a été quand même très difficile de maintenir le cap en 2016. Et vous allez voir que ça se ressent également sur le mix énergétique. Donc ça, c'est intéressant. On perd finalement que quelques points de matière sèche, comme vous pouvez le voir. Et vous voyez qu'en termes énergétiques, voilà ce qui se passe. Vous avez tout de suite une poussée des consommations et particulièrement donc des consommations d'énergie fossile. Hein. Quand c'est comme ça, il faut du PCI, il faut chauffer. Et l'impact est quand même très sensible. Alors, je n'ai pas chiffré exactement, j'ai pas mis le pourcentage d'augmentation, mais vous voyez ici qu'on a des surconsommations d'énergie assez manifestes. C'est la même chose en électricité, puisqu'on là, je vous le montre, un petit peu moins sensible, mais ça a quand même remonté. Et donc forcément, en termes d'émissions atmosphériques, on a été moins bon qu'on a pu l'être les autres années. Il y a souvent une corrélation directe avec les niveaux de combustion. Hein. Donc là, en l'occurrence pour le soufre, on consomme un peu plus de charbon, on remonte un peu. Ça n'a rien de dramatique, hein, puisque de toute façon, la cinétique est bien enclenchée et ce sont des substances pour lesquelles nous avons des rejets tout à fait acceptables. Et il faut quand même rappeler que toutes nos usines aujourd'hui sont conformes à la réglementation, même si on nous demande toujours de faire mieux, c'est quand même une constante. Ici, vous avez un paramètre qui dépend beaucoup plus des conditions de fonctionnement qui sont les oxydes d'azote. Donc, idem, légère remontée mais moins marquée parce que moins corrélée avec la combustion et surtout faisant l'objet d'une absorption importante par nos propres produits. Une quantité importante de ces oxydes d'azote sont ensuite recaptés par les produits séchés en flamme directe. Les fameux COV, eux, là vous avez la démonstration que la filière maîtrise désormais parfaitement ce type d'émissions. On a quelque chose qui est quand même stable, donc ce qui est très encourageant. On a fait des études complémentaires ces dernières années qui démontrent que ces substances sont en plus essentiellement biotiques. Et avec cet inventaire, nous avons pu obtenir de l'administration un certain nombre d'éléments intéressants que nous présenterons l'année prochaine, parce que finalement, quand on voit les volumes totaux ici, c'est l'avantage d'être dans un inventaire comme ça qui va bien au-delà de notre seul secteur. Hein. Je vous rappelle, il y a le transport maritime, les voitures, tout ce que vous voulez. On s'aperçoit qu'on est à quelques centaines de tonnes de COV et que l'inventaire national est à des dizaines de millions. Donc ça relativise totalement les choses pour un fonctionnaire décisionnaire. Le CO2, parce qu'il est célèbre, voilà, bon, on a remonté un petit peu, mais on a quand même divisé par deux. Là-dessus, les performances des entreprises ont été tellement remarquables qu'on a dû se battre l'été dernier pour ne pas tomber sous le coup d'une clause européenne donc qui demandait de se justifier de ne pas être en cessation partielle d'activité dissimulée. Donc c'est le genre de dossier qu'adore Élise Lucet dans son émission, je ne sais plus le nom, et il a fallu qu'on se justifie que non, nous n'étions pas en cessation partielle d'activité dissimulée, mais que c'était bien des progrès en termes d'efficacité énergétique. Et grâce aux bases de données qu'on a mis sur pied ici, ça n'a posé aucune difficulté. Voilà. Ce qui n'était pas le cas malheureusement il y a 2-3 ans, avec l'une des entreprises ici présentes, pour laquelle on est en procédure pour essayer de récupérer donc le coût de cette opération, puisque si vous ne vous justifiez pas, on vous retire la moitié de vos permis de CO2 gratuits sur la période entière, ce qui représente assez facilement des centaines de milliers d'euros pour une entreprise de la taille du secteur qui est le nôtre. Donc tout ça, malgré ces performances-là, on a bien vu, et on le voit encore aujourd'hui avec le nouveau dossier qui arrive, Carbone 2020-2030, que ça ne constitue pas pour autant une garantie suffisante pour l'avenir. Il va falloir se battre pour continuer d'avoir ces quotas gratuits, puisqu'aujourd'hui, il ne sera possible de les avoir qu'en bénéficiant d'un statut protégé qui demande de monter un dossier complexe et rapidement. Donc on va s'y attacher en 2018.
Je pense que je peux parler au nom du comité et si quelqu'un n'est pas d'accord, il le dira. C'est quand même aujourd'hui la principale préoccupation de la filière et du CET pour les années à venir. Dernier point sur les poussières pour lesquelles on nous embête également beaucoup. Nous avons lancé pas mal d'études, à la fois sur le plan strictement technique, avec une étude d'ACN et du CITEPA pour mieux comprendre la caractérisation de ces particules, leur granulométrie, leur chimie, pour essayer de mieux ensuite les maîtriser. En parallèle, et je ne vais pas devancer, je ne me permettrai pas en tout cas, vous verrez qu'LRD a aussi beaucoup travaillé sur le sujet de la réduction dans ce qu'on appelle end of pipe, parce qu'on peut agir en amont en réduisant l'énergie, on peut aussi agir en aval en ayant des techniques de réduction, mais il faut aussi comprendre ce qui se passe dans la machine pour pouvoir agir efficacement. Voilà. Donc aujourd'hui, même si là-dessus, vous voyez que c'est là où on a été le meilleur quasiment en termes de réduction, même si on peut toujours faire mieux, c'est l'objectif numéro 1 de réduction de la puissance publique et c'est l'objectif numéro 1 d'embêtement qu'on nous fait peser actuellement. Donc on vous présentera, Monsieur Mons présentera tout à l'heure les travaux en cours et moi l'année prochaine j'espère vous apporter des bonnes nouvelles sur ce sujet-là également. J'en ai fini avec ce troisième volet.